Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Eh bien, sachez que nous sommes aujourd'hui mardi et toujours sur cette belle chanson de Dan Single. Hier, je disais que c'est une chanson de jazz. C'est une chanson, moi, qui m'inspire et donc j'ai décidé comme ça de démarrer cette émission encore avec elle. Une chanson qui a été... qui a séduit bien sûr Hassan hier et il me demandait, c'est une chanson de jazz. Si vous êtes chez vous à la maison, vous avez besoin d'avoir ce beau petit sentiment, envie d'être heureux, envie d'être relaxé, envie de penser aux belles choses, mettez surtout cette chanson. Allez, bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur, nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette émission. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons avoir? Le programme, on va vous le donner juste après notre première incursion dans un marché. On part à Siporex avec Cécile lui-même et Touré Daïri pour la première articulation. Ce sera donc au marché et juste après, quand on va revenir, on aura la suite de ce programme alléchant que nous avons préparé spécialement pour vous, pour démarrer cette belle journée de mardi. On espère et on suppose que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. Nous, c'est un peu le cas. C'est pour ça qu'on va vous partager cette joie et ce petit bonheur. Allez, c'est parti et juste après, le programme. Nous sommes ce matin au marché de Yopougon Siporex. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un aliment bien connu dans nos cuisines, l'escargot. Très consommé en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains, il occupe une place importante dans nos habitudes alimentaires. Je vois une vendeuse qui est en train d'enlever les escargots de leur coquille. Ma chérie, bonjour. Bonjour madame. Quand tu payes, nettoie bien pour te donner. Venez payer, il y a joli escargot ici. D'accord. Pour 1000 francs, il y a 2000, il y a 3000. Je peux t'aider. Tu peux m'aider. D'accord. Faut regarder. Où? Ici. Fais comme ça. Fais comme ça. Faut tourner comme ça. Ok. Tourne ta main comme ça. Tu fais comme ça. Faut enlever même. Voilà. Youpi! Elle a enlevé! Donc, je mets ça là. Faut mettre dans son escargot ici, on va partir ça. C'est pour elle. D'accord. Donc, ça, c'est différent de ça. Faut m'expliquer. C'est escargot noir. Ça, c'est escargot rouge. Lui, son nom en français, c'est Akissi. Lui, son nom en français, c'est rouge, escargot rouge. Maintenant, en gouro, nous, on dit troti. En gouro, on dit gros. Lui, il est grain de 1000 francs, grain de 2000. Gorou, doula, le coup, gorou, fieura, le coup. Maintenant, pour ça, là, c'est 5 à 1000 francs. Si tu payes pour 1000 francs, je mets un dessus, ton cadeau, ça fait 6. Lui, il est 5 à 2000, tu payes pour 2000, je mets un dessus, ça fait 6. Maintenant, les deux là, ils jouent quel rôle dans la sauce? C'est pas le même goût. Lui, son goût à part. Lui aussi, son goût à part. Maintenant, quand tu enlèves dans le coquille là, lui, quand tu le mets dans la sauce, il devient petit. Mais ça, là, quand tu l'enlèves dans le coquille, tu le mets dans la sauce là, c'est toujours le même chose comme ça. Ça ne devient pas petit. Maintenant, qu'est-ce qui sort le plus ici, sur ta table ici? Bon, beaucoup d'hommes pères rouges là. Beaucoup d'hommes pères rouges. Ça, là, beaucoup d'hommes. Ça, c'est combien de sacs comme ça d'escargots? Un sac. C'est un filet. Ça aussi, c'est un filet. Comme je fais un peu là, ça devient. Ok. Aliments très appréciés, aliments escargots restent profondément ancrés dans la tradition. Bonjour. Bonjour. Larry, depuis quelle heure tu es là déjà? Bon, actuellement, escargot là, ça manque. On se réveille à 4 heures, souvent 5 heures pour avoir. Où est-ce que tu prends
tes escargots? Bon, souvent, pour moi, là, ça quitte à 600 drachmes. La quota, c'est là-bas pour moi quitte. Par jour, tu sens que les clients là s'intéressent. Par jour, et puis vendre, ça arrive à 50 000, souvent ça arrive à 40 000 par jour. On peut mettre ça dans quel type de sauce? Graines, gombo, bon, arachide, c'est pas tout le monde qui connaît. Souvent, moi, je te mets dans la sauce arachide. On fait comment? Dans la sauce arachide là? Tu t'en vas, tu enlèves. Tu enlèves, tu découpes, tu laves bien. Tu mets dans la sauce là, et tout. Maintenant, quand on est type de l'eau là, l'eau d'escargot là, L'eau bleue, là. oui, l'eau bleue là, comment on fait pour avoir? L'eau bleue là, quand on enlève là, on garde l'eau bleue dans la coquille là. On prend chasser blanc, puis on met l'eau bleue là dedans. Il y a d'autres qui arrivent à mettre, puis ils fixent ça. Pour enlever cette saleté là, ils mettent dans l'eau. Bon, moi comme c'est là, tu parles l'eau bleue là, plus qu'il y a escargot là, où ça quitte là, c'est doux. Ça quitte à 600 drachmes. Et quelles sont les vertus? Qu'est-ce que l'eau bleue là fait en fait? L'eau bleue là, il y a d'autres là. Ils disent ça soigne ici. Il y a d'autres tu mets dans la sauce. Et tout. Ici au marché de Yopougon-Sipourex, les prix varient. Les escargots sont à partir de 2000 francs CFA. L'oignon à partir de 500 francs. La tomate fraîche à partir de 200 francs. Le piment normal 500 francs. Le piment Sambon 500 francs. Et le petit seau de piment, vous l'avez à 2500 francs CFA. Aliment très apprécié pour son goût et ses qualités nutritionnelles, l'escargot reste profondément ancré dans les traditions culinaires. Merci à Larissa et à Florence, merci à vous de nous avoir suivis. Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Merci beaucoup à Cécile Huémin pour Au Marché. Vous savez, c'est cette rubrique-là qui nous permet de découvrir, bien sûr, de redécouvrir nos denrées alimentaires et puis de vous en donner les prix, hein, les prix qui sont homologués, les prix qui sont conventionnels et surtout, vous parler un peu de cette vie, hein, parce que c'est une autre vie que nous avons dans nos marchés. On salue, bien sûr, toutes les personnes qui sont dans nos différents marchés, que nous soyons à Yopougon, à Bobo, à Djamé, à Koumassi, à Treichville, enfin, un peu partout dans le district d'Abidjan, même aussi à l'intérieur du pays. Et un coucou aux femmes rurales, hein, parce que ce sont celles-là aussi qui nourrissent, bien sûr, les Ivoiriens. Alors, on va poursuivre parce qu'on va donc recevoir nos invités. Donc, on va juste recevoir un pan, parce qu'on en a plusieurs, bien sûr, aujourd'hui. Mais sinon, voilà. Avant les invités, Renaud. Pour l'intégrale aujourd'hui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est mardi. Oui, on est mardi. Et vous savez, Renaud, il n'est jamais seul les mardis, il est toujours avec un docteur. Et aujourd'hui, le docteur qui l'accompagne, docteur Midou Touré. Docteur Midou Touré, oui, bonjour. comment ça va? Très bien. On s'installe. Ma très chère, elle va venir. Elle est la présidente de l'ONG Blue. Hein, vous comprenez donc ce qu'elle a apporté. On va s'installer, voilà, allons-y. On va s'installer, voilà. Et puis tout à l'heure, on va vous la présenter hein, à travers son t-shirt. Vous voyez déjà qu'elle est déjà dans ce ciel bleu, hein, pour parler de la beauté de notre environnement. Notre très cher Syriac, comment ça va? Installez-vous donc. Merci. Je disais, l'ONG Blue avec Miss Gouda Yessibe. Hein, je n'ai pas voulu me tromper sur le nom, c'est pas bon. Ça va être un péché devant l'Éternel. Hein. Bienvenue. Merci. À la maison. Alors Renaud, aujourd'hui, on va parler de... On aura combien de... On aura 5 sujets. 5 sujets. Oui, on va parler du lancement du CIREX 2026 qui va se tenir en fin d'année. Le CIREX est devenu un événement majeur hein, dès sa première édition pour parler de tout ce qui est relatif aux mines, au secteur énergétique en tout cas. Oui. Et puis on va parler de la chaleur qu'il fait en ce moment. Cette chaleur-là qui rend tout le monde fou à Abidjan. Hein. Bien sûr. Voilà, on ne s'en sort pas. Voilà, on la sent partout. On va en parler. On va parler aussi du retour de Nicolas Pepe en sélection. Voilà, déjà le fait qu'il ne soit pas parti avec les éléphants à la CAN 2025, ça avait fait grand bruit. Oui. La dernière liste qui avait été dévoilée par le sélectionneur national, il n'y figurait pas. Et quelques jours après, on va dire comme par magie, il revient dans la sélection. Bien on sûr. va en parler également et d'autres sujets aussi que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure avec Dr Touré Amidou qui sera avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Ça s'appelle ce matin? Très bien. On est prêt? On est prêt. On est d'attaque?
comme tous les mardis en 15. Bien sûr, on a enlevé le sommeil et tout. Alors, avec notre très chère Miss Gouda, on va parler d'environnement, les défis de l'assainissement de nos plages. Bien sûr, c'est un sujet très important. En effet. Ouais. Vous aimez la plage? Oui, Ah, beaucoup. j'ai vécu à la plage pendant un moment. Ah, OK. Ah, avec le vent et tout. Mon très cher, lui, à côté de la plage, il aime voyager. Donc, mais ça va, le digital, ça va? Ça va très bien. Tout se passe bien sur les réseaux sociaux? Ce matin, avec le sujet dont on va parler, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oui, parce qu'on parle du coût de la désinformation dans le monde entier. Ah oui. Et l'impact que ça a chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et ça coûte cher. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, messieurs et dames. On va donc, sans aucune grande transition, vous permettre d'avoir l'intégrale de la revue en compagnie des experts en la matière que vous avez tous les mardis pour, bien sûr, l'intégrale. Et juste après, on va poursuivre cette émission. On espère que vous passez un excellent moment sur RTI1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble à tous les Ivoiriens, même ceux qui sont à l'extérieur. À tout de suite. Faut sourire, malgré les soucis. Faut sourire, ainsi va la vie. Faut sourire, malgré les soucis. Faut sourire, ainsi va la vie. Yeah, Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de l'Intégrale. Nous sommes avec Dr Touré Amidou. Bonjour docteur. Bonjour. Analyste du discours médiatique et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Docteur, aujourd'hui on l'a dit, 5 sujets. On va démarrer avec le CIREC 2026 qui a été annoncé hier et le lancement a été fait en grande pompe en présence du vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, c'est effectivement... le CIREC sera à sa 2e édition. Et donc, hier, il y a eu ce lancement. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire aujourd'hui se positionne et se repositionne dans la sous-région en matière énergétique et de ressources extractives, d'une part. Et d'autre part, également, il faut savoir qu'avec le CIREC, c'est au moins 30 pays qui sont attendus et que la Côte d'Ivoire devient le premier producteur, enfin, je ne vais pas dire producteur mondial, mais où il y a au moins 4 000 milliards d'investissements attendus. C'est cela. Et le thème de cette année, c'est industrie extractive et énergétique. Quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique? Et vous l'avez dit, plus de 30 pays attendus et 60 000 visiteurs également. 60 000 visiteurs, oui, ça veut dire déjà que la Côte d'Ivoire a déjà eu une première expérience qui s'est vraiment bien passée, et surtout qu'on a eu déjà des intentions d'investissement, et c'est important parce que déjà avec tout ce que la Côte d'Ivoire regorge comme ressources minières, et il paraît que la Côte d'Ivoire encore est donc en matière aurifère, est donc la première dans la sous-région en matière d'investissement. Au niveau mondial, pas seulement. Au niveau mondial, au niveau des investissements. Cela sous-entend que déjà la Côte d'Ivoire est attractive à ce niveau-là. Et vous l'avez dit aussi, avec 19 contrats de partage de production signés depuis la découverte du gisement pétrolier Baleine en 2021. Donc Abidjan, selon le quotidien Le Mandat, s'est imposé comme l'un des 6 hubs mondiaux pour l'exploration pétrolière, captant plus de 500 millions de dollars de capitaux entre 2025 et 2026. Cela veut tout dire. Le CIREC donc, devient le moment idéal pour que la Côte d'Ivoire montre son attractivité dans ses ressources minières et énergétiques. Et c'est important parce que, évidemment, quand il y a des investissements, on essaie de moderniser également le pays pour absorber tout ce flux d'investissements. Il faut rappeler que l'édition 2024 avait rassemblé 22 pays, 2200 professionnels, 350 exposants et plus de 50 000 visiteurs. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire invite cette fois-ci le Botswana, qui a une gouvernance énergétique. Pays à l'honneur cette année. Le pays à l'honneur, qui a une gouvernance énergétique connue, une puissance vraiment en matière de gouvernance énergétique. Allez, on passe à un autre sujet. Docteur, on l'avait annoncé tout à l'heure, la chaleur qu'il fait en ce moment donne le tournis à tout le monde. Et selon l'ONU, eh bien, la Terre a accumulé une chaleur record en 2025. Laurent, Renaud, c'est connu, et que nous sommes dans un dérèglement climatique sans précédent. Et c'est vrai que cette année, l'année dernière, 2025, la planète a connu son pic en matière de canicule. En Côte d'Ivoire, ici, on le ressent
énormément en cette période, surtout avec ce délestage ici et là, dû au fait que les appareils ou les installations ne supportant plus cette chaleur, il y a quelques défaillances qui donnent ce que nous vivons actuellement. Et il faut respecter les consignes de la Sodexo, mais surtout des médecins qui demandent en cette période-là de boire suffisamment d'eau pour ne pas être déshydraté. Oui, de se tenir à l'ombre aussi régulièrement et surtout d'éviter les sorties intempestives, en tout cas si on n'a aucune contrainte dans ce sens. Oui, disons que c'est difficile parce que c'est pendant la journée qu'il y a toutes les activités et qu'on est obligé de se déplacer ici et là. Mais quand on n'a rien à faire, il faut se mettre à l'abri. À l'abri et surtout, bon, les tenues que nous portons, ce n'est pas conseillé en cette période. Surtout dans la rue, bon. Oui, et nous, on n'a pas le choix. Et surtout, il faut noter que selon l'Organisation mondiale, l'ONU, les 11 années allant de 2015 à 2025 sont les plus chaudes jamais enregistrées et que 2025 se classe au 2e ou 3e rang avec une température mais vraiment qui donne le vertige. Si on regarde ces 3 dernières années, partout dans le monde, une pluie, c'est une inondation. Oui. La moindre pluie, la moindre goutte de pluie qui tombe, c'est une inondation. Rappelez-vous l'Espagne, rappelez-vous les États-Unis également, avec ces forêts qui ont dévasté tout Hollywood. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un réchauffement climatique sans précédent et c'est du jamais vu. Et donc, on appelle les uns aux autres parce que, comme le dit le rapport de l'ONU, la quantité d'énergie qui sort est égale à la quantité d'énergie qui rentre. Donc, cet équilibre-là est rompu par l'effet de gaz de serre. Et donc, ça donne tout ce dérèglement climatique avec toutes ces catastrophes que nous vivons. Et l'une des conséquences, justement, c'est la fonte des glaces aussi. Ah oui, la fonte des glaces. Qui entraîne les inondations que vous avez notées tout à l'heure dans votre développement. Et puis, docteur, on parle de la guerre au Moyen-Orient. L'une des victimes en Côte d'Ivoire ici, eh bien, c'est la compagnie aérienne nationale. Côte d'Ivoire, on ne peut pas desservir aujourd'hui Beyrouth. Et c'était donc le lancement, je pense que c'était hier. Non, c'était prévu pour le 29 mars 2026. 29 mars 2026, autant pour moi. Et donc, malheureusement, on ne pourra pas desservir cette ville compte tenu des enjeux géopolitiques de la situation au Moyen-Orient. Beyrouth, vous savez, est la cible de frappe insistante contre le Hezbollah par Israël. Donc, l'espace n'est pas sécurisé. Donc, Air Côte d'Ivoire ne peut pas desservir. Mais Air Côte d'Ivoire aussi se met à la disposition de tous les clients qui, à un moment donné, avaient donc sollicité les services. Parce qu'il y en avait qui avaient déjà réservé les vols, les billets et tout ça pour la desserte. Ils seront remboursés s'ils le veulent. Et on espère que la situation sécuritaire va s'améliorer pour que... C'est tout le bien que nous pouvons souhaiter à cette partie du monde. Oui, pour que la compagnie nationale puisse effectuer cette desserte-là à Abidjan-Beyrouth. Allez, docteur, on parle de sport. Et on le disait tantôt, Nicolas Pepe qui est de retour en sélection. Bon, Super Sport dit que palabre est fini pour le moment. Bon, est-ce que c'est vraiment fini? Si on s'en tient à ce que les sélectionneurs avaient dit, voilà, ce n'était pas pour des raisons sportives qu'il avait été mis à l'écart. Aujourd'hui, Nicolas Pepe a été rappelé, c'est parce qu'il est dans les tablettes du sélectionneur. Donc, il remplace Yann Diomandé, qui est forfait. Et donc, c'est tout à fait normal. C'est un pilier de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on a besoin de ses services. Il répond à l'appel. Moi, je suis heureux pour lui parce qu'on ne ferme jamais la porte à l'équipe nationale, quels que soient les problèmes qui puissent se passer. Il faut simplement se rappeler Karim Benzema. Il est parti, il est revenu. Voilà. Donc, Nicolas Pepe, les Ivoiriens attendent. On l'attend aussi sur le terrain pour voir ce qu'il va nous développer. En tout cas, les attentes sont fortes. Ah oui, absolument, parce que... Il a marqué, je crois, hier ou avant-hier, le vendredi, en championnat espagnol. Voilà, donc on attend aussi que Nicolas Pepe nous marque de très beaux buts pendant cette trêve internationale. Bon, trêve internationale pendant laquelle ils vont jouer 2 matchs. Mais docteur, je voudrais me faire le porte-voix de quelqu'un qui disait, dont je ne vais pas citer le nom, bon, il a intérêt, pour parler comme la personne, à bien s'illustrer. Absolument, oui, parce que s'il ne s'illustre pas bien, je pense qu'on ne l'appellera pas. Surtout qu'il y a déjà un climat, c'est déjà un groupe, donc il faut qu'il aille se fondre dans ce groupe et qu'il puisse entretenir ce climat de sérénité, d'entraide, de camaraderie entre les uns et les autres, mais il ne faudrait pas qu'il devienne un problème.
Alors, il faut qu'il devienne une solution, parce que si on l'a appelé, c'est que c'est une solution. Il peut nous marquer des buts, il peut être un très bon joueur sur le terrain, et il l'a déjà prouvé à maintes reprises. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, avec les prestations qu'il a actuellement en club. Vraiment, on lui souhaite de s'illustrer positivement pendant les 2 rencontres, hein, contre la Corée du Sud et l'Écosse. Hein, Corée du Sud le samedi 28 mars et l'Écosse le mardi 31 mars 2026. On termine sur une note de sport, docteur, et le tribunal arbitral du sport qui a décidé de prendre en compte le recours du Sénégal et qui a suspendu provisoirement le titre qui avait été rétrocédé au Maroc. Bon, on est dans une histoire de fou. Hein. Ah oui, mais là, maintenant, c'est la justice. Oui. Alors, à titre conservatoire, on a cassé la décision de la CAF. Et c'est normal parce qu'il y a un recours. Donc, il faut analyser. Pour l'instant, le Sénégal détient toujours sa Coupe d'Afrique, sa 2e étoile, et nous attendons le délibéré du TAS pour savoir effectivement qui des deux est vraiment le réel vainqueur de cette CAN. Bon, on n'a pas fini de parler de la CAN Maroc 2025. On espère que les choses vont bien se passer pour que le football africain ne soit pas éclaboussé par cette histoire qui fait déjà trop de bruit. Le football africain a déjà été éclaboussé depuis la finale, avant la finale et pendant la finale et après cette finale. Voilà, donc je veux dire qu'on va essayer de colmater les brèches, mais toujours le mal a été déjà fait. C'est des images qu'on ne peut pas superposer dans le sport. Le sport, c'est pour raffermir les liens et non pour les diviser. Bon, on attend la décision finale du tribunal arbitral du sport. En attendant, docteur, nous, on va passer le relais à Thierry Joël pour la suite de Matin Bonheur. Merci d'être venu partager cette ligne de l'actualité avec nous et avec vous. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Renaud et Dr Mido Touré, bien sûr, pour l'intégrale de la revue. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Excellente journée à vous donc. Alors, cette émission, nous la poursuivons parce que nous avons une autre articulation à vous proposer. Ça va être le flash d'information. Mais juste après, on va revenir ici pour parler, bien sûr, d'environnement. On va parler de Mbayakro, on va parler de droit. Et on va parler surtout de fact-checking avec un expert en la matière. C'est une experte en la matière aussi lorsqu'on parle de présentation du journal. Elle est journaliste. Elle est là pour, bien sûr, le flash d'information. Et dans une bonne quinzaine de minutes, on va se retrouver pour la suite de Matin Bonheur. À tout de suite, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Ce matin, des passages nuageux apporteront progressivement des pluies sur le littoral tout en évoluant d'est en ouest. Le nord-ouest sera quelque peu arrosé en début de matinée. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. On notera 24 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 23 degrés à Adiaké, Bandoukou, Bouaké, Bouna et Boundiali, 24 degrés dans les villes de Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 23 degrés à Guiglo et Kong, 22 degrés dans les villes de Korogo et Mans, 23 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et 22 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, le soleil, comme à son habitude, marquera sa présence sur l'ensemble du pays. La combinaison chaleur-humidité créera un inconfort chez les populations. En fin de période, quelques bourgeons nuageux s'annonceront ici et là, dans le centre, l'est et l'ouest du pays. Cette situation évoluera vers des pluies, parfois accompagnées d'orages. Et côté température, on notera 34 degrés pour la ville d'Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bandoukou et Bouaké, 36 degrés à Bouna et Boundiali, 35 degrés dans la ville de Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 34 degrés également dans la ville de Guiglo, 36 degrés pour les villes de Kong, Korogo et Mans, 37 degrés à Odiéné, 33 degrés pour les villes de San Pedro, Sassandra, Séguéla, Soubré et Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 35 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Démarrons dans la commune du Plateau où le Conseil économique, social, environnemental et culturel a ouvert hier lundi sa session ordinaire au titre de l'année 2026. Une ouverture en présence des présidents d'institutions de la République, des membres du gouvernement ainsi que des personnalités étrangères et au cours de laquelle Eugène Akaawele, président du CESEC, a décliné les grandes orientations de cette première session. Nous Sangaré. Après quelques mois de vacances, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel retrouvent leur institution commune pour l'ouverture de la première session ordinaire. Et c'est un moment convivial toujours pour nous de pouvoir faire les ouvertures des sessions avec des nouveaux challenges, avec des nouveaux objectifs. Il faut dire que le président Akaawele a vraiment rehaussé l'image de CESEC par une dynamique de travail, de collaboration au niveau international comme au niveau national. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Nous voulons vraiment faire en sorte qu'en prenant compte des avis des populations ivoiriennes, nous puissions les transmettre au chef de l'État pour que véritablement les populations en bénéficient au maximum. À l'ouverture de cette première session ordinaire, le président de l'institution, le Dr Eugène Akaawele, a mis en avant les priorités qui guideront les réflexions des conseillers. Deux thématiques majeures sont au cœur de cette session, le développement de l'agro-industrie et la gestion des déchets plastiques. Dans ce contexte, l'agro-industrie apparaît comme une voie stratégique incontournable, offrant la possibilité d'inscrire durablement notre économie dans une logique de transformation nationale en créant des chaînes de valeur nationales afin de générer des emplois en nombre, en particulier pour la jeunesse. La problématique des déchets plastiques ne saurait être réduite à une question de salubrité urbaine. Elle touche à la santé publique, elle touche à la qualité du cadre de vie, elle touche à la protection des écosystèmes et plus largement à notre responsabilité collective face aux enjeux écologiques. Pour cette nouvelle session, l'institution entend renforcer son ancrage dans les réalités du terrain. Des visites sont prévues dans plusieurs structures publiques et industrielles, ainsi que des conférences de haut niveau. Je voudrais exprimer notre gratitude au président de la République pour l'attention constante qu'il porte à notre institution en veillant à la doter d'un organe de gouvernance structuré capable de porter ensemble nos missions. L'ouverture de cette première session au titre de l'année 2026 a vu la participation des présidents d'institutions de la République. Je voudrais les féliciter et les encourager au nom du chef de l'État à poursuivre leurs tâches pour faire en sorte, pour contribuer pour leur part à une grande Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Et je voudrais donc leur souhaiter bon vent pour la nouvelle session qui démarre. À travers ces orientations, le Conseil économique, social, environnemental et culturel entend s'affirmer comme un acteur clé de l'anticipation et de l'aide à la décision pour une Côte d'Ivoire plus durable et prospère. Bientôt, la deuxième édition du CIREX, Salon international des ressources extractives et énergétiques. Le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara a donné ce lundi le coup d'envoi de ce rendez-vous prévu en novembre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. Pays invité d'honneur, le Botswana, au cœur des enjeux, la question des infrastructures stratégiques. Les explications de Lanciné Bakayoko. Avec des ressources d'hydrocarbures et des gisements miniers de classe mondiale, la Côte d'Ivoire et l'Afrique recèlent un potentiel immense en matière de ressources extractives et minières. Mais la transformation de ce potentiel appelle des investissements internationaux massifs, des investissements qui font défaut à l'Afrique. Il s'agit donc pour le continent de créer les conditions d'une industrie extractive et énergétique compétitive, notamment par la mise en place d'infrastructures performantes. L'actualité internationale, marquée par la crise au Moyen-Orient, voit les infrastructures énergétiques être prises pour cible. En choisissant le thème de la deuxième édition du CIREX, nous voulions souligner le caractère critique des infrastructures dans l'exploitation des ressources minérales et la nécessité pour les pays africains d'y prêter attention et de mutualiser leurs efforts. Cette deuxième édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques se présente comme une plateforme de haut niveau, un rendez-vous multisectoriel destiné à mutualiser les efforts
en vue d'accélérer le développement de l'Afrique. Le Botswana, pays invité d'honneur, est un modèle, un exemple dans le domaine de la gouvernance minière, notamment grâce à un cadre réglementaire solide, des pratiques environnementales assainies et une gestion transparente des ressources financières. Cette exposition offre une opportunité de partager la politique minière du Botswana, ses efforts en matière de valorisation locale et de mettre en avant la nécessité d'une collaboration équilibrée et mutuellement bénéfique. Le moment est venu pour l'Afrique de passer à la simple extraction, à la transformation des ressources. Cela nécessite des stratégies claires afin de maximiser les gains économiques pour nos nations. L'ambition de la Côte d'Ivoire est d'aligner pleinement ses secteurs pétro-gaziers et miniers avec les dynamiques régionales et internationales, tout en renforçant le partenariat à travers des accords bilatéraux et multilatéraux. L'Afrique doit tracer sa voie. Les ressources minières et pétrolières constituent des leviers stratégiques de croissance des pays africains. Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques persistantes et la concurrence accrue pour l'accès aux ressources minérales, l'Afrique doit tracer sa voie, ainsi qu'elle le fait, par exemple, dans le domaine des hydrocarbures, avec la création de la Banque africaine de l'énergie. À cette deuxième édition du CIREX, il est attendu plus de 6 000 visiteurs, des panels de haut niveau et une mobilisation plus forte des investissements. À la première édition, les intentions d'investissement étaient évaluées à 4 000 milliards de francs CFA. L'approvisionnement en eau potable demeure une priorité pour le gouvernement ivoirien. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a effectué lundi une visite dans les locaux de la direction régionale Abidjan Nord-Est de la SODECI. Amédée Kofi Kwaku a rassuré les populations sur les dispositions prises pour renforcer l'accès à l'eau potable sur toute l'étendue du territoire. Grâce Kando pour le compte-rendu. L'eau à profusion dans les ménages tant dans le district d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Le gouvernement s'y attelle. C'est pourquoi le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité rassure au cours de sa visite effectuée ce lundi dans les locaux de la direction régionale Abidjan Nord-Est de la SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Nous repartons très heureux parce que au thème de nos échanges, il y a des travaux qui vont être faits sur les villes, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons la disponibilité en eau. Le seul problème, c'est poser des canalisations pour que l'eau arrive dans les ménages. Sur Abidjan, on a plus de 1 million de mètres cubes jour. Sur l'ensemble de l'intérieur, 800 000 mètres cubes jour. Mais sur les deux entités, c'est un peu plus de la moitié qui est distribuée aux populations. Donc ça veut dire qu'il y a la disponibilité en eau. Nous allons proposer un programme au gouvernement de sorte que la vision donc du président, qui est de donner de l'eau à l'ensemble des populations, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, cette vision-là puisse être mise en œuvre assez rapidement. À l'intérieur de la direction régionale Abidjan Nord-Est se trouve le centre de gestion intégrée des opérations. Le ministre Amédée Kofi Kwaku s'est aussi exprimé sur l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre quant à la disponibilité de l'eau potable pour tous. À l'intérieur du pays, il y a certaines zones où on prend de l'eau dans les rivières. Et les rivières ont tari. Il y a aussi le problème d'orpaillage. Mais soyez rassurés, nous en avons parlé. Nous allons donc travailler pour que dans quelques années, quelle que soit la saison, toutes les populations puissent avoir de l'eau. Pour réussir ce pari, le ministre de l'Hydraulique entend multiplier ce type de visites. Objectif, s'imprégner de l'existant pour améliorer la politique nationale de desserte en eau potable. Et après l'eau, l'électricité à Abidjan, les coupures intempestives font désormais partie du quotidien, provoquant un ras-le-bol chez les populations. Mais derrière ces perturbations, la compagnie ivoirienne d'électricité évoque des contraintes techniques et un vaste programme de maintenance. Vous allez le voir dans ce sujet de Jean-Luc Bambo et Aurélia Droukoula. À la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, la tombée de la nuit n'est plus synonyme de repos, mais d'angoisse. Dame Touré redoute ce moment. Depuis plusieurs jours, l'électricité disparaît dès les premières heures de la soirée. Cette semaine, on a coupé dans la nuit du mardi, de minuit à 5 h du matin, de 9 h à 11 h. Le vendredi, ils ont coupé de
1h du matin à 3h. Hier, ils ont coupé de 8h à 11h aussi. Et la nuit, de 18h30 à 21h. Une réalité que partagent de nombreux habitants du Grand Abidjan. À Cocody, Djorogobité, dans ce pressing, les coupures répétées ont laissé des traces matérielles. Ça fait 2 ou 3 jours. En tout, il n'y a pas pour on travaille, même pas, on n'arrive même pas à travailler. Donc aujourd'hui, comme c'est là, voici les habits là, ils ont pris ça pour aller repasser à Képa parce qu'il n'y a pas de courant. Tout est noir ici. À Angré, ce responsable d'agence de voyage tente de s'adapter comme il peut. Nous sommes une agence de voyage et comme vous pouvez voir, nous avons besoin du courant. Voilà, et quand nous n'avons pas de courant, ce n'est pas facile. Vous imaginez, on doit émettre les billets des gens et on nous contacte pour des urgences et tout. Quand on n'a pas de courant, si nos appareils sont déchargés, ben on ne peut pas fonctionner. Des scènes devenues familières dans plusieurs communes, notamment depuis la période de forte chaleur. Une situation suffisamment préoccupante pour être évoquée en Conseil des ministres le 4 mars dernier. Chaque fois que nous rentrons dans cette période de chaleur, on a quelques problèmes, pas en termes de production. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit suffisamment d'énergie pour sa consommation, mais en termes d'équipement. Nos équipements doivent être renouvelés. Il y a un plan qui est mis en œuvre pour renouveler tout l'équipement qui permet la distribution de l'électricité. Mais très souvent, comme c'est arrivé il y a quelques années avec la grave crise qu'on a connue, c'est un transformateur qui lâche. Un transformateur ou un équipement qui lâche, c'est exactement ce qui est arrivé dans la nuit du samedi au dimanche 22 mars. Un départ de feu au poste source de la Djibi, perturbant la fourniture d'électricité dans plusieurs quartiers de Cocody. Un incident rapidement maîtrisé selon la compagnie ivoirienne d'électricité. À l'heure où je vous parle, les quartiers du CHU d'Angré, les quartiers de Angré-Château, de Bonoumé, de Abata ont été repris. On avoisine aujourd'hui le nombre de clients repris à un taux de 75%. Pour les 25 autres pourcents restants, les équipes sont toujours mobilisées à l'effet de ramener la situation à la normale. Mais au-delà de cet épisode, les causes sont plus profondes. Forte chaleur, surconsommation. Les installations sont mises à rude épreuve. Avec la forte chaleur que nous constatons ces derniers temps, il faut noter que les ouvrages électriques sont soumis à des contraintes, à de fortes contraintes. Et c'est pour cela que nous avons initié une série d'activités de maintenance préventive sur le réseau pour pouvoir limiter ces perturbations. Pour y faire face, la CIE a lancé depuis le début de l'année un vaste programme de maintenance renforcé sur l'ensemble du réseau. Des travaux nécessaires, mais qui entraînent des perturbations temporaires. Si ces désagréments pèsent lourdement sur le quotidien des populations, la compagnie se veut rassurante. Ces travaux devraient, à terme, mettre fin aux coupures intempestives et améliorer durablement la qualité de la fourniture en électricité. Et pour terminer, dans l'actualité hors de chez nous, le président sénégalais sera à Madrid ce 24 mars pour sa première visite d'État en Espagne, une visite de 72 heures, au cours de laquelle Bassirou Diomaye Faye doit rencontrer le roi Felipe VI et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez pour parler coopération et développement des relations économiques. L'Espagne est le 4e pays le plus important pour le Sénégal en matière d'échanges commerciaux, derrière la Chine et la France notamment. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un magnifique mardi. Matin Bonheur avec Thierry Angeval se poursuit. Merci beaucoup à Coralie Corée pour le flash d'information. Bonjour Coralie Corée. Bonjour ça Thierry va? Angeval, ça va bien, merci. Et toi? Super bien. Je dis même quand ça ne va pas. Ça va. Ça va. Il faut positiver le matin, il faut sortir les bonnes zones, il faut sortir avec l'énergie. Hein. Comme Syriac et son chapeau, hein, il est habitué à ça, donc c'est comme ça. Alors, ça fait plaisir de le revoir. Ben ouais, franchement, hein, il était où ce monsieur? Bon, il voyage tellement. Mais aujourd'hui, on l'a attrapé pour parler digital. Il va nous dire un peu. Hein, il y a trop de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. En tout cas, beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Coralie, bonne journée, ma belle. Merci. Le programme de la journée, ça va être ce sera donc la radio. La radio. Ah oui, c'est vrai. Le bulletin d'information à 12h sur Fréquence 2. Oui, bien sûr. Elle a 2 époux. Hein.
télé-radio. Donc, merci Coralie. C'est moi. Mais c'est professionnellement parlant, bien sûr. Allez, on poursuit cette émission parce que la suite, ce sera bien sûr info, trafic. Mais avant, voilà, Syriac est là, Miss Gouda est là. On va aller un peu à la plage. Voilà. Sandrine Adon est avec nous. Docteur Sandrine Adon qui va donc venir. Elle va s'installer. Voilà. Sandrine Adon, ça va bien? La journée a bien commencé? Très bien. Tout à l'heure, j'ai cru voir que le temps est un peu morose. Je ne sais pas s'il va pleuvoir. La pluie pas, donc s'il te plaît. C'est une dame que moi j'ai découvert. Une dame que j'ai découvert qui fait de très belles choses que je vais vous permettre de découvrir aussi. Fait liquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de délicieux. Quelque chose de délicieux. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous allez entendre, voir, sentir quelque chose de délicieux. Pour parler de senteur, moi j'ai quelque chose ici qui est en train de me perturber l'esprit, mais je vais essayer de rester concentré jusqu'à la fin de cette émission. Infotrafic juste après ce jingle, c'est parti. Eh bien, Infotrafic maintenant avec notre très cher Ousmane Bari, premier informateur donc pour ce jour. Est-ce qu'il est avec nous? Ousmane Bari, lui, il est à Bobo, à Djamé. Avec lui, c'est la commune d'Adjamé. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour Thierry Antoine, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout. Alors, je suis actuellement en direct donc du rond-point de la Liberté, un carrefour très fréquenté, comme vous le savez. Pour l'instant, ça circule bien ici. Le trafic est fluide, aucun incident signalé. Les voyageurs avancent sans difficulté. Les véhicules de transport en commun sont bien en place aux abords donc, du rond-point et assurent leur rotation normalement. Les flux restent réguliers sans véritable embouteillage. Tous les accès sont dégagés, les mouvements se font sans véritable blocage. À noter qu'il y a quelques instants, j'étais positionné un peu plus bas vers le pont qui relie à Djamé et à Cocody. Là-bas, il y a un ralentissement est observé dû au bus qui marque des arrêts en face donc, de la société de l'électricité pour faire descendre des passagers. Aussi, un léger ralentissement sur l'axe venant d'Abobo par la route du Zoo via Djénico-Bélan. Le trafic qui est un peu prudent, mais rien d'inquiétant pour le moment. L'ambiance générale est donc calme. Chacun circule à un rythme normal. On rappelle tout de même aux automobilistes de rester prudents et d'éviter les manœuvres brusques. Et voilà pour la situation ici, Thierry Antoine. Merci beaucoup, Ousmane Bari. On part sans transition à Yopougon avec Mamadou Touré. Avec lui, qu'est-ce qui se passe à Yopougon ce matin? Le trafic routier, qu'en est-il? Est-ce que les populations sont sorties, nombreuses ce matin, pour vaquer à leurs différentes occupations? Mamadou Touré, bonjour. Bonjour, Mamadou Touré. Bonjour, Thierry Antoine. Nous avons pris nos quartiers depuis quelques temps au carrefour sapeurs-pompiers militaires. Et c'est le point de liaison entre les quartiers Coët, Toit-Rouge et Kouté. C'est le versant de Yopougon qui offre un accès direct, il faut le savoir, et plus rapide au plateau et à toutes les autres communes du sud d'Abidjan. Ici, deux possibilités s'offrent à nos usagers. La route via le 4e pont à péage ou bien sûr la lagune ébriée pour faire une traversée en lagune. Et cette complémentarité limite les embouteillages ce matin par ici. Sous nos yeux actuellement, ce sont les taxis communaux qui conduisent les usagers depuis le palais de justice jusqu'aux abords donc, de la lagune d'Abobo-Doumé, ou en tout cas ceux qui vont embarquer dans le Pinas et bateau-bus pour rejoindre leur destination seront un temps soit peu dans de meilleures conditions de voyage. Dans le sens Gandhi-Sable, au-delà des véhicules personnels que vous pouvez apercevoir, on voit également des bacs qui filent, mais à une vitesse acceptable, assurez-vous, jusqu'à l'autoroute du Nord, soit pour desservir la zone industrielle qui emploie une bonne partie de la population, soit pour terminer leur course dans le labyrinthe commercial d'Adjamé. Et tout porte à croire ici qu'il n'y a aucun embouteillage, l'autoroute est fluide et les populations sont en tout cas dans un plaisir confort. Et c'est pas plus mal. Merci beaucoup. Il a parlé de cette prudence sur les routes. Allez, on termine avec Noura Sidibé. Bonjour Noura, elle est du côté de Abobo, donc elle est avec nous dans quelques secondes. Bonjour Noura. Allô, Noura Sidibé depuis Abobo. Je pense qu'elle est prête maintenant, on peut y aller. Bonjour Noura. Bonjour Thierry. Allons-y, on vous écoute.
Thierry, nous sommes aujourd'hui en direct du secteur de la Mosquée Blanche à 7h. Comme à l'accoutumée, la circulation est particulièrement chargée avec une forte affluence de véhicules. On observe une présence importante de minicars en provenance de PK18 assurant la desserte en direction d'Adjamé-Renol. D'ici, nous pouvons également apercevoir l'état du trafic au niveau du rond-point de la gendarmerie. À cet endroit, aucun embouteillage majeur n'est à signaler pour le moment. Côté transport, le tarif pour rejoindre la commune d'Adjamé est actuellement fixé à 300 francs. Un retour à la normale, voilà, après les hausses observées à l'approche de la fête de Ramadan. Pour les automobilistes en provenance d'Anyama et P418, la situation reste globalement maîtrisée. Aucun embouteillage n'est à signaler. Enfin, prudence est recommandée aux piétons. Ils sont nombreux dans cette zone à traverser sans attendre les feux de signalisation. Merci beaucoup. Anoura Sidibé, merci à nos informateurs. Alors, il est exactement 6h50. Cette émission prend fin à 7h30. Ce temps-là, je vais le diviser en 4, parce que j'ai 4 bons clients pour vous, pour la suite de cette émission. On va faire comme au quartier. OK, c'est tombé sur vous. Madame Adiko, venez donc. Fefe Liké, on a dit c'était quoi déjà? Quelque chose de délicieux. Quelque chose de délicieux. Oui, c'est un baoulé. Enfin, OK. Vous vous mettez là, voilà. Et puis, vous allez nous parler de ce quelque chose de délicieux dont vous êtes l'experte. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de délicieux, comme je disais tout à l'heure, c'est un baoulé. Donc, je suis baoulé de Mbayakro. Oui, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Mbayakro. Voilà. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, on a grandi dans les casseroles, dans les mamies, donc je me suis très tôt intéressée à la cuisine. Après, je me suis dit, c'est vrai qu'on cuisine, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? C'est-à-dire, vous êtes sans, c'est pas un secret, tout le monde sait que la cuisine des femmes baoulées, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire bénéficier ça à tout le monde? Quelqu'un, quel que soit l'endroit où il se trouve, comment il peut retrouver ce goût? Bien sûr. Chez lui. Donc, vous aurez compris. Nous, on l'appelle la petite reine des épices. C'est ça. Voilà, parce qu'avec elle, ce sont ces senteurs que nous avons. On ne va pas chercher loin, on va chercher dans nos terres. Exactement. Tout simplement. Et moi, en l'occurrence, on va chercher à Mbayakro. Mbayakro. Apparemment, on dirait qu'il y a des choses chics à Mbayakro. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien manger. Il y en a beaucoup. Vous me dites, je vous accueille. Amen. Sans Syriac, sans Brinadon, sans Miss Gouda, on va aller seul. Alors, parlons d'épices. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais revenir encore une fois à Mbayakro. Non, allons-y, on est là-bas même. On est assis dans le salon de papa. Allons-y. On avait un champ avec la grand-mère où elle utilisait, il y avait des feuilles spéciales, des épices spéciales, des petits oignons qu'on cultivait. Voilà, on cuisinait avec. Donc un jour, je me suis dit, je repars, la grand-mère, tu vois, tu faisais tel plat, je veux le lait secret. Elle me donne tout ça et je viens, je teste. Je dis, waouh, non, ça, on ne peut pas garder ça pour soi, il ne faut pas être égoïste, il faut faire profiter à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'on commence à développer une marque d'épices pour faire connaître ce qu'on a chez nous. Donc je cuisine principalement avec ce qui vient de chez nous. Là, vous avez par exemple une peau très spéciale. Qui peut agrémenter n'importe quelle sauce de chez nous. Mais encore une fois, le petit secret que je peux dire, c'est que là, il y a du poisson, mais pas n'importe quel poisson. Le poisson pêché dans le Nzi. Le Nzi, c'est une rivière qui traverse Mbayakro, qui est affluent du Bandama. Voilà. Elle connaît la géographie. Si, je connais chez moi. Donc, voilà. Donc, on rassemble tout ça. Et comme je dis, les petits oignons, et il y a bien d'autres choses dont je ne vais pas trop parler ici. Et on combine tout ça. Ici, on donne tous les secrets. Ici, là, on donne tous les secrets. Il y a les petits secrets du chef. Voilà. Ça c'est une réponse politique. C'est ça. Mais dans combien de temps on fait ce genre de poudre, ce genre d'épices? Combien de temps ça nous met? En général, on va dire peut-être 48 heures, parce que le temps de... Il faut déshydrater les épices, parce qu'il faut que ce soit frais, déshydraté pour conserver le maximum de saveur. Donc, 24-48 heures, on boit. Et puis, selon... Alors, on a décidé comme ça de vous présenter cela pour mettre en avant le fait que chez nous, en Afrique, chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons nos matières que nous pouvons transformer. Exactement, exactement. Est-ce qu'on peut aller avec n'importe quel produit pour faire des épices?
N'importe quel produit vivrier, par exemple, pour faire des épices. Parce que ça va étonner, mais je ne sais pas, j'oublie le nom en français. Il y a des petits piments. Faut dire en baoulé. En baoulé, on appelle ça gamla, je ne sais pas. Gamla. Oui, des petits piments comme ça. Karine Agora, Karine est baoulé. Elle a... Ah, excuse-moi. Elle est la patronne ou l'esclave? Excuse-moi. Voilà. Mathurin est quoi, baoulé? Tu me dis... C'est quoi, quoi? Jamla. Jamla. Hein? Petit. Lui, c'est bobo. C'est le petit piment, donc... Ah oui, j'ai son nom, ouais. Ce sont les piments longs, là. Merci. Rouge, là. Exactement. De base, c'est pas... Ah, Tiamikati, ça. Ah, voilà. OK, alors. Après, comme il y a différents sortes de baoulé, de base, c'est pas vraiment utilisé pour les épices. Donc après, c'est un travail de recherche, d'ingéniosité, d'innovation. On se dit pourquoi pas quand on aime les saveurs. Et puis, je pense que la cuisine, c'est ça. Pouvoir mélanger parfois des ingrédients improbables et puis obtenir à la fin quelque chose de magnifique. Fefeliqué. De fefeliqué. C'est ça. Ce que nous avons ici. Oui, ça, c'est le poulet signature de Chef Amoué. Donc, voilà. Et voilà, c'est mariné avec les épices de chez moi. Tout simplement. Tout simplement. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça vient de chez moi. Même les tomates sont cultivées par mes cousins au village. Ah, OK. C'est ça. Donc, c'est du bio. C'est... Exactement. Voilà. Ça vient de chez moi. On a beaucoup de choses ici, on a beaucoup de choses à Mbayakro. C'est vrai que Mbayakro, peut-être qu'on ne connaît pas trop, mais c'est une ville que vous devez découvrir. Il y a beaucoup de choses là-bas. Ici, nous, on fait du tourisme local. C'est ça. Ça permet de découvrir, bien sûr, tout ce que nous avons. Et comme je vous l'ai dit, histoire de vous présenter ce que nous avons chez nous avec ces femmes qui font bouger aussi la Côte d'Ivoire à leur manière. Nous sommes encore dans le mois de mars, donc toujours un petit clin d'œil aux femmes, raison pour laquelle nous avons eu grand plaisir de recevoir Madame Adiko Jolizé. C'est ça. Adiko, hein? C'est ça. Ah, OK. Ah, c'est un grand nom, hein? Adiko. En tout cas, merci beaucoup. Merci, on rappelle bien sûr qu'elle est cuisinière. C'est ça, restauratrice et promotrice de la marque d'épices et d'assaisonnement Fefeliqué. Fefeliqué, qui veut dire tout simplement... quelque chose de délicieux. Donc, ne cherchez pas loin. Hein. Si vous avez envie des épices, vous pouvez faire ça chez vous, à la maison, tranquillement. C'est vrai qu'on n'aurait pas son secret, c'est pas grave. Mais vous allez faire ça chez vous, à la maison, avec nos produits, les produits de chez nous. Comme pour... La semaine dernière, on a reçu ici la présidente d'une association de coopératives de femmes rurales. Hein. On a parlé de l'importance, bien sûr, de ces femmes-là qui prennent ce que nous avons dans la terre pour nourrir les Ivoiriens. Voici un exemple, bien sûr, avec Fefeliqué. C'est bien ça. Je peux sentir? Allez-y. Ça sent super bon. Oh là là, oh là là. Moi, j'aime manger. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Elle va donc s'installer. Elle va rester avec nous. Hein. Je l'ai dit, ce temps, on va le diviser avec tous nos invités. Donc, Cyriaque, ça peut aller? Très bien. Tu donnes les morceaux? Tout à l'heure. Tout à l'heure. On en a déjà parlé. Ah bon? Ça ne devait pas retourner à la maison. Mathurin, fais-moi ça, s'il te plaît. Hein? Le son, on va couper le jeûne. Hein? Sandrine Adon, ça va bien? Ça va très bien. Alors, les amis, on va poursuivre cette émission parce qu'on a encore d'autres choses à vous présenter. C'est vrai qu'on a parlé de Fefeliqué. Hein? On va poursuivre avec notre très cher Cyriaque. Cyriaque, on va aller ici. Merci. Voilà, on va présenter autre chose. Hein? Voilà. Miss Gouda, elle est très souvent sur Internet. Quelle question? Quelle question? En tant que jeunes, nous passons la plupart de notre temps sur Internet. Ah, voilà, à partir du film, là. OK. C'est ça, passer la plupart du temps. Oui. Mais on les appelle génération tête baissée. Génération? Tête baissée. Tête baissée. Mais il y a des têtes baissées qui travaillent. Hein? C'est vrai qu'elles ont la tête baissée, mais... Oui, ils bossent. Ouais, ce n'est pas des têtes baissées qui ne font rien, bien sûr. Parce que on sait que Fefeliqué est beaucoup sur Internet, hein, pour chercher aussi. Allez, on poursuit avec le digital, actu sur les réseaux sociaux, donc notre très cher Cyriaque. Top, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de coût de la désinformation. OK. Parce que la désinformation, malheureusement, coûte cher. Comme on peut le voir, en 2024, il y a une étude qui est ressortie il y a quelques semaines de cela. Oui. Donc, le coût financier global s'estime à 417 milliards de dollars. Quand je dis ça comme ça, peut-être que le citoyen lambda ne comprend pas. Oui. Pour la même année 2024, le budget de la Côte d'Ivoire était à plus de 13 milliards. Donc, ça fait à peu près 16 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme si le coût de la désinformation pour cette année-là pouvait financer 16 pays de la même taille économique que la Côte d'Ivoire. Et on imagine le projet.
ce que ça pourrait faire en termes de construction d'hôpitaux, d'écoles et autres, tout ça. Donc, pour aller en détail, vraiment... Bien sûr, pour mieux comprendre, parce que c'est vrai que ce sont de gros chiffres. C'est un de gros chiffres. Par exemple, on va rester sur l'aspect, par exemple, fraude. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux avis qui sont faits sur les réseaux sociaux et les gens cliquent malheureusement. Les gens cliquent sur le mensonge sans savoir que c'est du mensonge. Et ils cliquent et en termes de coûts financiers, ça détruit beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes malheureusement perdent leurs emplois parce que des fausses informations, de fausses réputations sur certaines entreprises ont été créées, des faux emplois ont été créés, des gens se font arnaquer malheureusement. Et donc c'est à coût à peu près de 393 milliards de dollars. On comprend mieux. On comprend mieux. Et si on veut revenir même rien que pour les faux avis, c'est estimé à peu près, pour revenir en francs CFA, pour qu'on comprenne, à peu près 129 milliards de dollars, 129 000 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Quand on vient sur le coût de la santé, et on a malheureusement, pendant la Covid, ça a été un cas ici en Côte d'Ivoire, il y avait la même période, il y avait une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et la polio, les gens ne voulaient pas faire vacciner leurs enfants parce que les informations circulaient sur les réseaux sociaux comme quoi si vous faites vacciner votre enfant, il ne va plus marcher et autres. Au contraire, c'est pour réduire. En tout cas, il y avait beaucoup de désinformations sur cette campagne qui avait été lancée par le ministère de la Santé. Résultat, personne ne voulait faire vacciner son enfant. Alors que des coûts d'achat de vaccins avaient déjà été engrangés. Et il se trouve qu'ils étaient obligés de refaire une nouvelle campagne encore quelques temps après parce qu'il fallait vacciner, parce que la poliomyélite, malheureusement, qui était en baisse, a recommencé à remonter et ça a engendré encore de nouveaux coûts. Autre coût aussi, en termes, si on reste sur le côté hôpitaux, souvent des gens racontent des rumeurs et quand tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de plateau technique parce que tout est surchargé. Tout le monde veut se faire soigner au même moment parce qu'ils ont entendu qu'il y a une épidémie qui est en cours. Donc, il faut vite courir dans un centre de santé alors que l'information s'avère souvent fausse. Et le coût en cela, c'est à peu près 9 milliards de dollars américains. Donc, 9 milliards, si on va sur 10 milliards, à raison de 500 francs le dollar. Donc, on a près de 500 milliards de dollars en termes de pertes sur le plan économique. Si on vient sur le plan politique, ce qu'aujourd'hui on appelle la manipulation d'informations avec ingérence étrangère, c'est-à-dire des gens sont dans un autre pays et essaient d'attaquer un autre pays. Donc, c'est des coûts, parce que c'est des usines à trolls, comme on l'a vu ici dans une de nos émissions, des gens qui sont spécialisés spécialement pour faire de la désinformation sur des pays. Et résultat des courses, malheureusement, des élections qui étaient, par exemple, prévues à telle période sont obligées d'être reportées ou bien refaites. Ça a été fait une première fois. Donc, quand on sait tout le coût, et tout en termes humains, en termes financiers, en termes logistiques qu'une élection peut coûter, ça va régénérer encore ces mêmes coûts-là, souvent même 2 fois plus, pour réorganiser ces élections-là. Et on est à peu près à 14 milliards de dollars américains. Donc, quand on revient ici, c'est vrai que peut-être comme cela, ce n'était pas vu, c'est de faire attention véritablement sur les réseaux sociaux. Et c'est en cela que j'aime l'émission que nous faisons ici à Matin Bonheur, parce qu'on essaie de vraiment développer l'esprit critique de nos concitoyens, de nos frères, de nos sœurs, pour leur dire de faire vraiment attention à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, sur Internet. Parce que, comme on l'a dit une fois ici, tout n'est pas vraiment net sur Internet. Il faut vérifier les sources, il faut savoir qui a donné l'information, est-ce que ce n'est pas sorti de son contexte. Et en termes de désinformation aujourd'hui, quand on prend un chiffre comme cela, la Côte d'Ivoire seule ne peut pas lutter contre la désinformation. Parce que c'est énorme. On a vu déjà en termes de budget, c'est 16 pays comme la Côte d'Ivoire sur le plan économique qui devraient se mettre ensemble pour avoir ce même budget-là. Donc cela nous dit quoi en termes de prospective? C'est de voir dans quelle mesure nous pouvons nous mettre ensemble avec d'autres acteurs et surtout sur le plan local, travailler avec tous les acteurs, que ce soit des chercheurs,
comme Dr Touré qui était là, comme c'est donc tous les citoyens, qu'on fasse de la cuisine, qu'on fasse de l'économie, du droit, des start-up et autres. Tout le monde doit se mettre ensemble pour lutter contre ces fléaux-là. Ce n'est pas une seule entité, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule chaîne comme la RTI qui doit en parler, mais c'est tout le monde qui doit en parler pour que chacun se fasse sa propre idée par rapport à l'information qu'il consomme. Merci beaucoup. Cyriaque, moi aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il parle tellement bien que j'ai plus de questions. Tellement tout a été dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très cher Cyriaque. On va donc s'installer. Merci. On va donc s'installer. Voilà. Ça peut aller? Ça va? Hein? Fais liquer. Sandrine Adon, on va parler droit tout à l'heure, mais avant, on va parler environnement. Parce que, bizarrement, tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui nous touchent tous. Hein? Voilà. Oui, ça sera sans. On va aller directement, bien sûr, avec notre invitée, donc, Miss Gouda Yessibe. Je regarde pour ne pas me tromper sur le nom. Hein, Victoire Emmanuela. On va rester sur Victoire Emmanuela. Hein, voilà. Alors, rebonjour. On va parler donc des défis de l'assainissement des plages. Est-ce que elle a dit qu'elle est très digitale. Est-ce que ces campagnes, en tant que coordinatrice, bien sûr, de la section Yamoussoukro, de l'ONG Blue, est-ce qu'elle utilise beaucoup le digital aussi? Oui, effectivement, nous utilisons le digital pour promouvoir nos activités auprès de la population et faire en sorte que les gens puissent adhérer véritablement à nos idéologies. Dans ce sens-là, par exemple, nous avons monté des activités qui ont eu lieu en juillet 2025, qui se dénommaient Projet Blue Sea. Vous pourriez aller voir sur les réseaux sociaux, checker un peu. Oui. On a fait un assainissement sur tout le littoral de la lagune, ici à Abidjan principalement. Donc nous sommes face à un constat assez dévalorisant, assez problématique, selon lequel, on va dire, l'eau est polluée par les déchets que nous rejetons tous les jours au quotidien, plus de 280 tonnes de déchets plastiques uniquement rejetés pour la zone d'Abidjan, seulement pour la ville d'Abidjan. La lumière fut. Moi, je suis venu juste vérifier si Hassan n'avait pas pris le poulet, mais le poulet, il est encore là. Hein? Allez, donc, qu'est-ce qu'on disait avant qu'on ne soit contaminé par la coupure? Enfin. Justement, on parlait de tout ce qui est assainissement de l'eau et des plages ici en Côte d'Ivoire. Et le rôle de l'ONG Blue dans cette politique. Bien sûr. Alors, avant de parler de quelques actions, hein, on a évoqué avant la petite interruption là, qu'il y avait des gestes que nous posons hein, qui dégradent bien sûr nos plages. Quels sont concrètement ces gestes? On va tous à la plage ici. C'est ça. Elle fait liquer tous les jours, mais elle est à la plage. Peut-être qu'il y a des petits gestes qu'elle fait. C'est quoi ces gestes? Justement, il s'agit de l'utilisation fréquente du plastique. Oui. Principalement, puisque ça se retrouve dans les déchets qui sont évacués ensuite dans les dépotoirs et qui retournent dans le milieu naturel. Oui. Et le cycle continue à chaque fois. Bien sûr. Il faudrait seulement limiter l'utilisation du plastique et également faire le tri de ces déchets-là. Et permettre en sorte que les politiques sont déjà mises en place par notre gouvernement, effectivement. Sûr, permettre en sorte que chaque citoyen puisse avoir la conscience environnementale nécessaire pour pouvoir déplacer ses déchets de son lieu d'utilisation jusqu'à l'acheminement vers les poubelles rapidement. C'est le seul processus qu'il faut pour pouvoir au moins essayer de pousser un peu ce problème-là. Oui, OK. C'est vrai qu'au-delà même des déchets plastiques, il y a d'autres choses aussi hein, qui dégradent nos différentes plages. Ouais. Quelles sont les actions concrètes que l'ONG Blue mène dans ce sens? Depuis sa création, l'ONG est connue des plages du littoral de la Côte d'Ivoire. Grand Bassam, Port-Boué, Fridi, Makori, tout le littoral, la baie de lagunaire d'Abidjan nous connaît. Donc, on participe activement à la collecte des déchets sur les plages. On essaie de sensibiliser du mieux que nous pouvons dans les quartiers, dans les écoles, dans les marchés pour effectivement inciter les gens à faire de même. On essaie également de mettre en place des objectifs et des programmes, des projets par exemple. Le projet le plus intéressant que nous avons
accompli jusque-là était effectivement le projet Blue Sea dont j'ai parlé, qui s'est déroulé en juillet. Et dans la même période, nous avons eu le Forum régional des jeunes sur l'économie bleue qui a accueilli plus de 17 délégations nationales de la sous-région. Et durant ce forum-là, on a eu à discuter des enjeux de l'économie bleue. Donc, comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir moins polluer l'eau et permettre de cartographier le cycle afin de trouver des solutions plus adaptées. Et dans ce sens-là, on sait effectivement que l'eau n'a pas de frontières. Oui. Donc, suffisamment, il faut collaborer avec les pays frontières et les pays alentours pour pouvoir trouver des solutions durables à intégrer dans nos CDN et mettre en pratique ces solutions-là. Nous, à l'ONG, on essaie de partir de l'engagement diplomatique à l'action concrète sur le terrain. Et c'est de cela qu'il s'agit au quotidien. Est-ce qu'il y a eu plusieurs actions, hein? Est-ce qu'il y a de bons résultats jusqu'à aujourd'hui, hein? On fait un petit bilan. Et un petit bilan rapide. Je dis petit parce que c'est que votre bilan, il est grand. Hein? Exactement. Petit bilan rapide, on va dire qu'on a sensibilisé plus de 10 000 personnes sur le littoral, donc de Vrézy à Grand-Bassam. Et on a formé plus de 600 jeunes sur les enjeux environnementaux. Il y a également ça. Et on a fait des collectes pour pouvoir mesurer l'impact du plastique dans l'eau. On va dire ça comme ça, dans l'eau. Et on a essayé également de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir une pêche durable et une mer plus propre au quotidien. Bien sûr. Alors, ces jeunes qui sont peut-être les premiers pollueurs, je le dis aussi parce que beaucoup vont à la plage et tout, entre amis, en famille. Est-ce que ces jeunes ont conscience de ces enjeux-là? Nous travaillons de telle sorte que cette conscience collective-là s'éveille dans le cœur, dans le cerveau, dans le cœur de tout le monde en tant que jeune. Donc, le déploiement sur les réseaux sociaux, le déploiement sur le terrain participe activement à cette sensibilisation-là. Nous essayons quand même de faire en sorte de mettre en place tout le processus nécessaire afin que ces jeunes-là puissent regarder. Il ne suffit que d'ouvrir les yeux, il ne suffit pas d'être scientifique ou d'être environnementaliste. Il suffit justement d'être citoyen, engagé. Et l'engagement commence d'abord par la perception, par la conscience que nous avons de notre environnement, avant de pouvoir maintenant se rendre compte des faits, des situations et essayer d'agir ensuite. Merci beaucoup. Ma très chère, on salue bien sûr tous ceux qui sont à la tête de l'ONG Blue. On rappelle qu'elle est juste coordonnatrice de la section Yamoussoukro. Donc, elle est avec nous pour parler des défis de l'assainissement de nos plages. Je rappelle que dans ce studio, nous avons Cyriac avec lui. Nous avons parlé bien sûr de tout ce qui est digital donc, et puis des coûts que nous avons, les coûts de la désinformation et puis ce que ça vaut bien sûr à notre pays. Fefe Like, elle nous a fait parler un peu de ce qui est délicieux, tout simplement, avec les épices. N'allez pas chercher loin, on a des épices chez nous en Côte d'Ivoire, on a de très belles choses, hein? Surtout à Mbayakro, et puis notre très chère Miss Gouda, avec elle, bien sûr, c'était l'assainissement des plages. Vous restez en notre compagnie, vous aimez le droit? Oui. Hein? Vous aimez le droit? Ah, ok. On va parler de droit dans quelques instants seulement avec une experte en la matière et vous allez entendre ce qu'elle va dire sur, bien sûr, les femmes mariées. Hein? Que dit la loi? Sur le nom de la femme mariée. Le nom de la femme mariée. Oui. Voilà. Hein? Ça va intéresser beaucoup de personnes. Le nom de la femme mariée, docteur Sandrine Adon. Oui. Est-ce que le nom de Mme Adiko, il est important? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que quand on dit le nom de la femme mariée, c'est qu'il y a une importance quelque part, une grande importance. Bien sûr, parce que tout le monde, enfin, beaucoup de personnes se posent la question, quel nom doit porter la femme mariée? Est-ce qu'on doit dire Madame Tan ou bien elle a le droit de garder son nom de jeune fille, en griffe? Répondons rapidement. Est-ce qu'on va dire Madame Tan ou elle garde son nom de... Les deux. Les deux? Oui, on a le droit en fait. OK. Syria, t'es d'accord? Oui. Ah, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix, mon frère. OK. Donc, premier cas, pour mieux comprendre le sujet. Je veux garder mon nom pour mon travail. Clarisse, 35 ans, est connue professionnellement sous son nom de jeune fille. Elle vient de se marier et craint de perdre sa notoriété si elle change de nom. Question. On a dit, peut-on conserver son nom de naissance dans la vie professionnelle après le mariage? Oui.
Oui. Oui. En fait, il faut déjà qu'on précise quelque chose. Allons-y. En ce qui concerne le nom, c'est l'attribut d'une personne physique. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, donc personne physique pour les êtres humains, personne morale pour tout ce qui est entreprise, société et tout. Donc, pour les êtres humains, on a notre nom qui est l'élément qui sert d'appellation. Le nom dont on parle ici, c'est vraiment le nom patronymique, Oui. celui voilà, qu'on reçoit de nos parents et tout. Donc, dans ce cas d'espèce-là, pour la femme mariée, la loi prévoit seulement qu'elle a l'usage du nom du mari. Ça ne veut pas dire que par le mariage, on perd son nom de jeune fille. On a l'usage du nom du mari. Donc, quand elle pose la question de savoir si elle peut utiliser ou continuer d'utiliser son nom de jeune fille dans le cadre professionnel, oui, parce qu'elle ne perd pas son nom par le fait du mariage. Elle obtient plutôt le droit de pouvoir user du nom de son mari. Donc, en gros, c'est comme si elle avait un avantage par rapport à son mari, donc le droit d'utiliser deux noms, son nom d'origine et d'user en plus du nom de son mari. Et puis, en plus, il y a une sorte de jurisprudence constante qui permet, en fait, à partir du moment où vous vous êtes fait connaître par une certaine appellation, que ça vous sert, on ne peut pas vous interdire de porter ce nom, surtout que c'est votre nom d'origine. Et la loi même précise qu'on ne peut se faire désigner que par nos noms qui figurent sur nos extraits de naissance, en principe. Donc, professionnellement, elle a le droit de toujours porter son nom, de se faire identifier comme tel par tout le monde. C'est son droit. Après, peut-être que d'autres questions permettront de revenir sur certains petits détails, sur comment ça s'écrit, qu'est-ce qu'il faut écrire. Mais, partant de la question qu'elle a posée, oui, elle a le droit professionnellement de continuer à se faire appeler par... Si elle était Kwadio Janine, je dis vraiment n'importe quoi, qu'elle est devenue épouse Kofi, elle a toujours le droit d'être Madame Kwadio Janine, elle a le droit d'être Madame Kofi. C'est son droit. Ah, OK. Donc, Coralie Corée Digbe. Voilà, Coralie Corée, Madame Corée, Madame Digbe. Wow. Comment est-ce qu'elle a envie de se faire appeler? Elle le fait. Ça dépend d'elle, voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, mais pour l'écriture, on parle très souvent de trait d'union. Non, justement. Ah, OK. Sur la question de l'écriture, il n'y a pas forcément de trait d'union. C'est une sorte de... on va dire d'esthétique, voilà. Le trait d'union, en fait, a un sens. Ça s'appelle un nom patronymique double. On a le trait d'union lorsque notre nom a été attribué ainsi. Par exemple, on a, en plus du nom du père, le nom de la mère. Donc, on a le nom patronymique double avec Kwadio-Kofi. Donc, dans ce cas-là, c'est notre nom. Dans le cas de la femme mariée, la loi prescrit une manière spécifique par laquelle le nom doit s'écrire. Laquelle? On écrit Kwadio Janine, épouse Kofi. S'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, c'est vraiment un pur hasard. Voilà. Donc, c'est plutôt Kwadio Janine, épouse Kofi. Et c'est écrit textuellement dans la loi, que le nom de la femme mariée s'écrit de cette manière-là. Ah, OK, toujours. Voilà. Donc, c'est prescrit spécifiquement pour éviter un peu tout ce qu'on faisait. On mettait, par exemple, Kwadio Né, Kwadio Epse. Vous voyez un peu, il y avait un peu trop de fantaisie. Finalement, on ne savait pas. Donc, la loi la plus récente de 2019 relative au mariage a prescrit que, en plus d'avoir l'usage du nom du mari, le nom de la femme s'écrit de telle sorte. Donc, comme on l'écrit, c'est fixe. Comme on peut se faire appeler, dans ce cas, c'est différent. C'est nous qui décidons, ou c'est la femme mariée qui décide de ce qui l'arrange par rapport à la situation. Donc, professionnellement, c'est son droit de continuer à se faire appeler par son nom de jeune fille. Dans le prochain cas, la femme demande, puis-je porter les deux noms? On l'a dit tout à l'heure. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand on parle de porter, je suppose qu'elle parle de porter puisque c'est écrit. Donc, évidemment, on vous désignera ainsi de manière administrative. Comment est-ce que vous voulez que les autres vous désignent? C'est vous qui décidez. Si vous vous présentez comme Madame Ton, on vous appellera Madame Ton. On n'a pas à dire pourquoi est-ce que vous êtes mariée, vous ne vous faites pas appeler par le nom de votre mari, pourquoi est-ce que vous ne portez plus votre nom de jeune fille? Non, c'est vous qui avez l'usage du nom de votre mari. Vous avez le droit donc d'en user ou de ne pas en user. Voilà, bien sûr. Votre droit. Alors, généralement, il y a des dames qui, lorsqu'elles n'ont pas le nom au travail, lorsqu'elles n'ont pas le nom de leur époux sur le nom, se disent que leur mari se plaigne. Est-ce que les hommes ont le droit de se plaindre? Alors, je pose aussi cette question parce que ça arrive et puis moi j'entends très souvent tout à fait. Ajoute le nom de mon mari, sinon c'est pas bon. Oui, tout à fait. Après,
sur le plan du mari qui peut se... Bon, il peut se plaindre, mais juridiquement... Juridiquement, c'est... Voilà, je ne dis pas que c'est nul, mais okay, non, je ne me permettrai pas de dire ça. Je dis juste qu'elle en a l'usage. Donc, à partir du moment où c'est elle qui décide qu'on l'appelle ainsi, il n'y a pas de problème. Mais ça ne peut pas être une imposition, parce que l'usage de ce nom n'est pas une obligation. On a la faculté d'en user, on n'a pas l'obligation de l'utiliser. Oui, mais bon... Voilà, en fait, tant qu'elle est d'accord... Je veux qu'on appelle mon épouse, enfin, on l'appelle comme ça. Hein? Oui, pourquoi pas. Madame Zaïbé. À partir du moment où ça ne lui porte pas préjudice, comme la femme qui, dans son cadre professionnel. Donc voilà, à chacune des femmes de faire, si elle veut la part des choses maintenant, peut-être à elle de se construire une notoriété sur ce plan-là. Pourquoi pas? Mais c'est dur de se construire une notoriété quand on l'a déjà à partir d'un nom. Je ne suis pas en train de défendre, je dis seulement ce que la loi prévoit. Ah, OK, on a la télévision, hein? Donc, excusez-nous. Alors, un autre cas, je dois forcément prendre le nom de mon mari, point d'interrogation. Aminata, 27 ans, vient de se marier. Sa belle famille insiste pour qu'elle abandonne son nom de naissance et adopte celui de son époux sur tous ses documents officiels. Elle souhaite savoir si cela est une obligation légale. D'accord, on avait déjà commencé à en parler. Bien sûr. Alors, on l'a dit, ce n'est pas une obligation. Déjà, ce n'est pas à la belle famille de lui imposer quoi que ce soit, sans tirer sur qui que ce soit. Donc, à partir de ce moment-là, la loi prescrit spécifiquement la manière par laquelle le nom doit s'écrire. Donc, elle n'a pas, en fait, les femmes mariées n'ont pas ce choix-là de dire sur mes documents administratifs, je veux qu'il y ait tel nom, je ne veux pas qu'il y ait tel nom. Non. À partir du moment où vous êtes marié, la loi prescrit que le nom de la femme mariée s'écrit de telle manière. Ce que vous pouvez choisir, c'est le fait d'en user ou non. C'est tout. Donc, sur les documents administratifs, avec ou sans l'impact ou l'imposition de la belle famille, ça n'a pas d'intérêt. Parce que de toute façon, sur ces documents administratifs, donc on va dire, de toute façon, il faut faire corriger son extrait de naissance, modifier son extrait de naissance, sa pièce d'identité, son passeport, tout ce qu'on a comme document administratif. Et d'ailleurs, pour certains documents, à partir du moment où vous dites que vous êtes marié, on va vous demander d'aller corriger. Donc, vous-même, vous n'aurez pas forcément le choix. Donc, sur ces documents administratifs, elle est obligée d'écrire son nom de cette manière. Ça ne veut pas dire qu'elle change son nom d'origine ou qu'elle renie son nom d'origine. On le précise encore. Seulement qu'il faut une manière d'écrire et c'est ce qu'elle fait. Pour l'usage, elle continuera d'user du nom de jeune fille ou du nom de l'époux, selon le sens qu'elle veut. Alors, après le divorce, quel nom garder? Alors, après le divorce, il faut faire de petites précisions sur la question. Sur le divorce, ou bien après le divorce, en principe, la femme perd l'usage du nom du mari. Ça, c'est le principe. Seulement, il y a des exceptions, on est en droit. Donc, on perd l'usage du nom du mari, c'est ce que permet la loi. Seulement que, première exception, si vous vous entendez, donc l'ex-mari et l'ex-femme s'entendent, elle peut continuer de porter le nom. Première exception, donc il y a l'entente, les deux sont d'accord, elle continue de porter le nom. Deuxième exception, ce n'est même pas, ça ne dépend plus d'eux, mais par exemple, comme dans le premier cas, elle s'est fait connaître professionnellement ou, enfin, elle a un intérêt à continuer à porter ce nom-là. Et l'ex-mari refuse. Dans ce cas, elle demande au juge de l'autoriser à continuer à user de ce nom. OK. Donc, le juge peut refuser? Oui, s'il n'y a pas d'intérêt légitime. Par exemple, vous voulez juste porter parce que tout le monde... vous ne voulez pas que les gens se moquent de vous parce que vous avez divorcé. Bon, ça, ce n'est pas un intérêt légitime. Mais par exemple, professionnellement, vous êtes fait connaître par ce nom. Si on dit Madame, je ne sais pas, Madame X, on ne saura pas qui c'est, alors que vous avez construit une notoriété forte autour du nom de votre mari. À partir de là, c'est votre nom. Donc, le juge peut vous autoriser à le porter, même si ça va déplaire plus tard à d'autres personnes, mais c'est une décision judiciaire qui peut vous autoriser à continuer à le porter. Donc, sont là les deux exceptions. Sinon, en principe, comme conséquence du divorce, la femme perd l'usage du nom de son mari. Exceptionnellement, avec l'accord du conjoint, elle peut continuer à le porter ou bien par décision judiciaire lorsque sa demande est valablement motivée. Merci beaucoup. Sandrine Adon, toujours un plaisir de l'écouter. Madame Diamanadikou, on a appris beaucoup. Hein?
Sandrine, elle nous fait voyager à travers. Il y a des choses qui sont juste à côté de nous. On a le sentiment que c'est simple et tout, mais juridiquement, ça parle. Hein. Je voulais ajouter juste quelque chose rapidement. Il y a ce qu'on appelle la défense du nom, en fait. Okay. Donc, vu que vous avez l'usage du nom de votre mari, vous avez le droit de le défendre. Quelqu'un qui vient dire qu'il usurpe ce nom-là, vous avez ce droit-là de le défendre. Ce n'est pas à vous de dire, comme c'est leur nom de famille, non, c'est votre nom. Si quelqu'un est en train de l'usurper, mal utiliser, porter atteinte au port de ce nom-là, vous avez le droit de le défendre par une action en justice parce que vous le portez aussi. Et quand vous avez les grands noms, il faut les défendre. On a tous des grands noms. On a tous des grands noms, tout dépend. Merci beaucoup, ma très chère Sandrine Ouattara-Adon. Ah, OK. Ah, on parlait des grands noms. OK, merci beaucoup, Sandrine. D'accord. Ah, je l'ai bien eu. Non, j'avais pas je l'ai bien eu. Merci, Sandrine. Miss Bouda, ça a été un plaisir. Hein? Vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec... Effectivement, avec ma camarade, ma collègue. Collègue, elle est de l'ONG Blue aussi. Exactement. Elle peut venir rapidement. Fabienne. Hassan, elle peut venir. Madame Adiko, vous êtes accompagnée. Madame Mouga. Monsieur Adiko est là. Ah, Monsieur Adiko, on peut le voir? C'est possible? Monsieur Adiko peut venir? Hein? Venez rapidement, on va terminer cette émission ensemble, s'il vous plaît. Voilà. Hein? Venez. Monsieur Adiko, là, c'est qu'il a entendu beaucoup de choses. Hein? Et il a pris ONG Blue. Merci. Hein? Monsieur Adiko, vous allez bien? Vous avez entendu ce que Sandrine Adon a dit? Venez. Hein? Mettez-vous ici, on va terminer cette émission ensemble. Venez, approchez. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Voilà. Ça va bien? Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit? Hein? Voilà, elle n'a pas de micro, donc je retransmets. Hein? Elle dit qu'elle a bien entendu et qu'elle est fière. On va augmenter son salaire, elle a bien parlé. Allez, merci d'avoir suivi. Matin, bonheur, mais j'ai dit quoi? Excellente journée. Hein? C'est délicieux. Hein? Vous avez pris du poids, on sent que vous mangez. Voilà. Allez, bonne suite de programme sur ATI1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. On va tranquillement se retrouver demain pour le cours de mercredi. Et n'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout, Monsieur Adiko. C'est le seul qui gère. Bonne suite de programme. Au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.